Salut, c'est Sai et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Étranges créatures, consacré cette fois-ci aux droïdes astromécano dans Star Wars et plus particulièrement à R2-D2. Alors quand j'ai commencé mes recherches pour cette vidéo, je ne savais pas encore si ce serait une analyse de personnage ou un étrange créature. Mais finalement, plus mes recherches avançaient et plus j'avais envie de vous parler de l'évolution des différents modèles d'astromécano au fil du temps, mais aussi de la conception de R2-D2 pour le cinéma, et plus particulièrement de la création de son langage. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. Ou ne le fais pas. Mais il n'y a pas d'essai. Même si, évidemment, je prendrai tout de même le temps de parler de la place assez singulière de R2-D2 dans l'histoire, et aussi de sa relation avec la famille Skywalker, qui a joué un rôle majeur dans la construction de sa personnalité. Bien entendu, cette vidéo sera forcément non exhaustive, on parle tout de même d'un univers extrêmement vaste, donc je vous fais confiance pour la compléter dans les commentaires, en espérant que vos retours soient aussi constructifs et bienveillants que pour mes précédentes vidéos sur cet univers. Ceci étant dit, on peut commencer. C'est la firme Industrial Automaton qui est à l'origine d'une nouvelle gamme de droïdes astromécano connue sous le nom de série R. Pourtant, leur première tentative fut baptisée le P2, un prototype qui mesurait plus de 2 mètres. Une très grosse boîte à outils sur pattes, pas très intelligente et incapable de communiquer efficacement avec son entourage. Il trouva tout de même sa place au sein de vaisseaux suffisamment lourds pour l'accueillir et se montra tout à fait efficace pour de nombreuses réparations essentielles. Mais peu de temps après sa sortie, la firme Industrial Automaton fut poursuivie en justice pour plagiat technologique. Les poursuites furent finalement abandonnées et on ne saura jamais si elles étaient fondées ou pas. Mais ces accusations suffirent pour entacher la réputation du P2. Et c'est pour cette raison qu'Industrial Automaton opta pour un nouveau nom, la série R. L'unité R1 fut donc rapidement élaborée, en recyclant des carcasses de vieilles machines afin de réduire les coûts de fabrication. Ce fut le premier modèle d'astromécano capable de calculer des coordonnées pour un saut hyperspatial, mais sa taille imposante de 2 mètres ne lui permettait pas d'être embarqué sur des chasseurs stellaires. C'est donc à partir de ce constat que la firme Industrial Automaton décida de changer de cap pour la création de ces droïdes. Alors, tu nous refiles de la camelote? Que monsieur m'excuse, mais cette unité D2 est en parfait état. Une affaire en or. L'unité R2 fut donc créée pour s'adapter aux chasseurs stellaires. Et à l'époque, sa taille de 96 cm était pour le moins révolutionnaire. Équipé des mêmes outils que le R1, mais en beaucoup plus compact, le R2 pouvait aussi être utilisé pour récolter des informations, mais surtout pour anticiper les problèmes à bord. Capable de gérer jusqu'à 10 jeux de coordonnées pour les vols en hyperespace, il est aussi en capacité de manœuvrer lui-même un vaisseau en cas de besoin, et est équipé de nombreux capteurs lui permettant de détecter toutes les formes de vie présentes aux alentours. Son intelligence et sa capacité de communication, dont on parlera un peu plus tard dans cette vidéo, mais surtout sa grande polyvalence, lui ont permis de devenir extrêmement populaire chez les pilotes de chasseurs stellaires. Au fil des années, il restera de très loin le modèle le plus répandu et servira d'inspiration pour tous les modèles suivants. Le voilà, monsieur. Allez, en route. Suite au succès de l'unité R2, Industrial Automaton créa presque en même temps les unités R3 et R4. Mesurant toujours 96 cm, le R3 est doté d'un ordinateur central plus sophistiqué, qui lui permet de stocker des statistiques extrêmement détaillées sur l'ensemble des vaisseaux existants. Il est principalement utilisé à bord de grands vaisseaux militaires, mais étant donné qu'il ne peut gérer que 5 jeux de coordonnées pour les vols en hyperespace, on lui préférera tout de même le R2 pour ce qui est des chasseurs stellaires. Quant au R4, il a été créé pour être vendu aux habitants de la bordure extérieure, avec pour priorité d'être solide et bon marché. Le R4 est donc particulièrement efficace pour les réparations de vaisseaux standards, dans les garages et les magasins de pièces détachées. Mais n'étant capable de gérer qu'un seul jeu de coordonnées en même temps pour les vols en hyperespace, il n'est que très rarement utilisé sur des chasseurs stellaires. Ah, là-bas, votre D2 R2 a l'air plutôt mal en point. Vous en voulez un autre? Jamais de la vie, ce petit droïde et moi, on en a vu de drôle. Alors dis-le, ça va? Bravo.
L'unité R5 fut le seul véritable échec de la firme, car il avait tendance à développer une personnalité capricieuse et était sujet à de nombreux dysfonctionnements, sans parler du fait qu'il n'était capable de gérer qu'un seul jeu de coordonnées en même temps. Les unités R6 et R7 qui suivirent se contentèrent donc d'améliorer le modèle du R2, en étant respectivement capables de gérer jusqu'à 12 et 15 jeux de coordonnées pour les vols en hyperespace. Le R6 connut un véritable succès sur de nombreux vaisseaux et fut donc produit en masse, contrairement au R7 qui fut produit en très faible quantité étant donné qu'il était spécialement adapté aux chasseurs E-Wing, mais peu efficace dans les autres modèles de chasseurs, et ce malgré le fait qu'il était le droïde astromécano le plus sophistiqué sur le marché. Voilà, j'espère que ce petit tour d'horizon des droïdes astromécanos de la série R vous a plu, car il est maintenant temps de s'intéresser à R2-D2. R2D2, enchanté. C3PO, relation humain-cyborg. Je vous demande pardon? Personnage emblématique de la saga Star Wars, R2-D2 a su se montrer indispensable à de nombreuses reprises, que ce soit en utilisant tous ses outils lors de certains combats, en volant grâce à ses réacteurs intégrés ou en projetant des hologrammes. On retiendra surtout son rôle essentiel dans la trilogie originale quand il était chargé de transporter les plans de l'Étoile de la Mort. Une mission qui gagne encore plus en profondeur quand on connaît les événements de Rogue One et donc les sacrifices qui ont été nécessaires pour que ces plans arrivent jusqu'ici. Et pour ma part, j'essaye d'oublier qu'il a ensuite été réduit à une vulgaire facilité scénaristique dans la post-logie. Tu as trouvé quoi? Tu me dis ça à moi? Bref, je ne vais pas m'attarder davantage sur le fait que R2-D2 est un outil formidable, car je pense que j'ai suffisamment parlé de l'utilité des droïdes astromécanos en général dans la première partie de cette vidéo. Non, car Star Wars a le mérite de ne pas réduire ces droïdes à de simples outils. Ce sont des personnages à part entière qui sont dotés d'une vraie personnalité, et le cas de R2-D2 est tout particulièrement intéressant. Mais alors ce droïde est vraiment à vous? Je ne crois pas avoir jamais possédé un droïde. Voilà qui est intéressant. Un droïde est une machine programmée pour remplir certaines fonctions. Afin d'y parvenir, la plupart d'entre eux cherchent à se perfectionner dans les fonctions qu'on leur attribue. C'est l'expérience qui va donc leur permettre de s'améliorer. Or, R2-D2 a eu la chance de côtoyer de nombreux humains comme Padmé, Anakin, Leia ou Luke, pour ne citer qu'eux, qui étaient plutôt respectueux et bienveillants envers les droïdes. De plus, tous ces personnages ont en commun le fait de s'être sentis extrêmement seuls pendant une grande partie de leur vie, et ont donc énormément échangé avec R2-D2 qui était bien souvent leur seul interlocuteur. La fonction attribuée à R2-D2 n'était donc pas seulement d'être un bon outil, non, c'était aussi d'être un bon compagnon. On dirait... Là j'ai l'impression de faire un cauchemar. Je sais plus. Peut-être que je deviens dingue. C'est donc dans une démarche d'amélioration de ses fonctions que la personnalité de R2-D2 a évolué avec l'expérience, pour devenir le droïde loyal, audacieux et attachant qu'on connaît. Pas qu'un simple outil, mais bien un personnage à part entière. Et il suffit d'observer sa relation avec Anakin dans The Clone Wars pour constater que le caractère de son propriétaire a tendance à déteindre sur lui, notamment quand il s'agit d'interpréter les ordres ou d'utiliser la ruse pour arriver à ses fins, comme n'importe quel être humain finalement, qui construit sa personnalité en fonction de son entourage. C'est la première fois qu'on me charge d'une mission. Moi aussi j'ai peur. Heureusement qu'R2 est avec nous. De plus, R2-D2 a toujours su éviter les effacements réguliers de mémoire auxquels tous les droïdes sont généralement soumis. C'est pour cette raison que la construction de sa personnalité n'a pas été alternée, une caractéristique plutôt rare pour un droïde. Et c'est justement cette caractéristique qui, selon certains, est à l'origine d'une incohérence dans la saga Star Wars. Car contrairement à C3PO, la mémoire de R2-D2 n'a pas été effacée entre les événements de la prélogie et ceux de la trilogie originale. Alors, pourquoi n'a-t-il pas révélé à Luke que Vador était Anakin ? Vous vous êtes peut-être déjà posé la question, ou pas. En tout cas, il existe de nombreuses théories pour tenter d'y répondre. À l'époque, un internaute avait posé la question à Mark Hamill qui n'avait pas su y répondre. Et c'est finalement un autre internaute qui a proposé la réponse qui me semble la plus pertinente. R2-D2 n'a jamais su qu'Anakin était Vador. Il l'a simplement vu partir pour ne jamais revenir. Et comme la mémoire de C3PO a été effacée, ce dernier n'a pas pu lui révéler cette information. Une explication renforcée par le fait que R2-D2 semble inquiet quand il voit partir Luke, car il a l'impression de revivre l'abandon d'Anakin. Tout simplement.
Non, R2 ne bouge pas, je vais jeter un coup d'œil. R2, reste auprès du vaisseau. Il est maintenant temps de s'intéresser à la conception de R2-D2 pour le cinéma. C'est Tony Dyson, sur les conseils de George Lucas et Ralph McQuarrie, qui a créé son design en s'inspirant des mini-robots du film Silent Running sorti en 1972. Ces mini-robots, qui sifflotaient aussi pour communiquer, étaient animés par des personnes de petite taille. Et pour R2-D2, c'est Kenny Baker qui était à l'intérieur pour lui donner vie dans les 6 premiers épisodes de la saga. S'il a déclaré avoir toujours aimé l'aspect du droïde, il a aussi pu expliquer que ce n'était pas une expérience facile. S'il devait souvent se contenter d'actionner quelques boutons, de bouger sa tête ou de faire trembler son armature, il n'empêche qu'être à l'intérieur de R2-D2 était loin d'être confortable. Et c'était particulièrement compliqué de suivre les autres acteurs, car ses mouvements étaient extrêmement limités, et qu'il n'y voyait pas grand-chose. Sans parler de certaines vis mal placées au départ qui risquaient sérieusement de le blesser, jusqu'à ce qu'une protection en caoutchouc soit placée à l'intérieur de la tête du droïde, pour protéger la tête de l'acteur. C'est pour toutes ces raisons qu'un système de téléguidage fut conçu au fur et à mesure. Plus les films avançaient, et moins Kenny Baker passait de temps dans R2-D2. Et pour la post-logie, c'est Jimmy V qui a repris le rôle, mais entre le système de téléguidage et les images de synthèse, sa présence ne fut nécessaire que dans très peu de scènes. Qu'est-ce que je disais? Aucun problème. Mais au-delà de la conception de son design ou de la manière dont il a été animé, c'est aussi la création de son langage qui a retenu mon attention. R2-D2 s'exprime par des sifflements et des bips électroniques qui traduisent d'une manière étonnante ses émotions. Cette méthode de communication a été créée sur un synthétiseur analogique ARP 2600. Par le designer sonore Ben Burt. Il jouait ses mots sur le synthétiseur tout en faisant des sons dans un microphone. Il sifflait, roucoulait, soupirait, grognait et mixait ensuite le tout pour obtenir le résultat qu'on connaît aujourd'hui. Les répliques de R2-D2 pour le premier film de la trilogie originale tiennent sur une bobine de 15 minutes et ont demandé à Ben Burt 6 semaines complètes de travail. Cette performance lui a d'ailleurs valu un Oscar en 1978. Il faut que je me repose ou je vais tomber en pièces. J'ai les articulations frigorifiées. Bien que R2-D2 ait besoin de C3PO pour traduire un propos complexe, cette méthode de communication lui permet d'exprimer facilement ses émotions et même de communiquer normalement avec certains personnages comme Luke et Anakin. Et c'est assez fou de se dire qu'on perçoit les émotions d'un personnage, et même les propos simples, malgré une absence de visage et donc d'expression, principalement via des sons incompréhensibles. Une performance artistique qui mérite donc clairement d'être mentionnée. Et je trouve ça complètement fou de découvrir le nombre de personnes qui ont été nécessaires pour donner vie à ce petit droïde. Une étrange créature faite de métal qui méritait vraiment qu'on en parle. Il vaut mieux s'en aller. Eh bien, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai vraiment hâte de vous lire dans les commentaires, n'hésitez pas à compléter mon propos si vous le souhaitez, et j'espère avoir tout de même appris quelques petites choses à certains d'entre vous. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la cloche, c'est très important, et idem pour le pouce bleu et le partage. Un immense merci à celles et ceux d'entre vous qui soutiennent financièrement la chaîne, que ce soit sur Tipeee ou sur Utip. Vous trouverez les liens dans la description, et pareil pour tous mes réseaux sociaux. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.